Quelles sont les opportunités deep value françaises du mois? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener deep value. On se met sur les cotations principales d'entreprises françaises qui se négocient en France, qui appartiennent à tout un panel d'industries duquel on enlève ce qui est immobilier, pharma, assurance, banque, les biotech et l'automobile. Mais je garde les équipementiers auto parce qu'il y a des dossiers intéressants dans cette liste-là. Les critères quantitatifs, 100 millions d'euros minimum de market cap pour avoir des dossiers qui sont liquides et sur lesquels la communication est satisfaisante, et une décote minimum sur actifs tangibles de 20%. On y va. On enlève la colonne prix qui n'est pas intéressante et on va passer en revue les différentes colonnes de ce screener. Donc on a les symboles de cotation boursière de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la market cap en dollars, on l'a pas en euros dans cet écran, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux et par rapport aux actifs tangibles, le rendement des capitaux investis qui est une rentabilité plutôt opérationnelle, l'endettement, le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire pour vérifier s'il y a rachat d'actions ou dilution, free cash flow, bénéfice net, payout ratio qui est la proportion de bénéfice net versé en dividende. Dans cette liste, on a 3 dossiers de la galaxie Bolloré. Donc on a Bolloré, Compagnie Glaudé et Vivendi. Assez dur à analyser, moi je pense qu'il vaut mieux le réserver à des spécialistes de la galaxie Bolloré qui connaissent toute la structure en cascade de holding. Ce que je peux dire, c'est qu'en effet il y a une décote sur actifs tangibles. La variation de la croissance ici n'a aucun intérêt puisqu'il y a eu un énorme changement de périmètre. D'ailleurs moi je suis entré sur Havas qui fait partie de la galaxie Bolloré. On est sur des holdings ici. Il y a des sorties de cotes, enfin il y a des OPE, des OPA, etc. Donc il y a plein de manœuvres financières dont Bolloré est le spécialiste. À vous d'aller creuser ces dossiers plus en détail. Moi je ne peux pas en dire grand-chose, je ne connais pas assez cette ribambelle de dossiers là. Donc on en a 3. Voilà. Là-dessus je suis plutôt neutre. Ensuite on a Esso. Alors Esso, filiale d'ExxonMobil. La boîte a fait un carton en 2022-2023 grâce à l'expansion des marges de raffinage. Donc, comme c'est de la raffinerie pétrolière, bien sûr, ils ont profité à fond de ça. Énormément de cash au bilan. ExxonMobil jette l'éponge et a décidé de céder cet actif parce que se fait trop disputer par les petits porteurs. Donc, avant 2022, quand il ne se passait rien sur le titre, c'était le calme plat. Et puis, dès que la boîte s'est mise à gagner de l'argent, les minoritaires se sont réveillés parce que la boîte, en fait, n'a pas un minimum d'intérêt intéressant avec les minoritaires. À mon avis, maintenant, c'est un peu trop tard pour entrer sur ce dossier, puisqu'il y a une OPE et il y a une OPA. Maintenant, est-ce que l'OPA va être contestée, évidemment, donc il y aura une suite juridique. Plutôt, à mon avis, un peu trop là, c'est un peu trop se compliquer la vie que d'aller sur Esso, donc plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur Savencia. Alors, tout autre dossier, on est sur un spécialiste du fromage. 1 milliard de dollars de market cap, 7,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est intéressant quand même comme croissance. C'est pas du tout un secteur qui est en forte croissance, donc il faut voir volume vs prix, parce que les produits laitiers ont quand même eu une certaine inflation depuis sur les 5 dernières années. Je vous rappelle, on est sur 5 ans là, en croissance du chiffre d'affaires. Donc il faut regarder comment ça se découpe. En termes de flux, de valorisation de flux, c'est pas cher. 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 9 en PE, 7 en price to free cash flow. C'est une boîte qui dégage plutôt les free cash flow. Ça serait pas cher. Et vous avez 20% de décote sur actifs tangibles. C'est pas mal. Après, la rentabilité est très moyenne, 5,4% de rendement des capitaux investis, c'est pas incroyable. C'est ce qui se passe quand on fait de la deep value. Vous avez nécessairement des dossiers qui sont décotés par rapport à leurs capitaux propres, voire leurs capitaux propres tangibles, comme c'est le cas ici. Donc ça, c'est bien sûr une sanction du marché sur une gestion pas terrible. Maintenant, ça pourrait être pire sur ce dossier. Et finalement, ils s'en sortent quand même pas si mal. Petite rentabilité, non pas exceptionnelle, mais il y a quand même des free cash flow, il y a quand même des bénéfices. On n'est pas trop endetté. Un petit dividende de 2,5% avec un payout ratio à 17,5, bien couvert par les free cash flow. Ils peuvent monter. Donc, s'il y a des activistes qui viennent sur cette action, ils vont pouvoir essayer de pousser à ce qu'il y ait un dividende exceptionnel pour rendre du cash ou à ce qu'ils améliorent la gestion. Donc, vous avez une bonne marge de sécurité pour que ça s'améliore sur Savencia. À noter que le fonds Indépendance AM France est sur le dossier. Donc, ça un gage de qualité quand même, de qualité. C'est un gage d'amélioration du dossier, à mon avis. Ils ont vu du potentiel. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait intéressant d'aller creuser du Savencia.
Avant de continuer, si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Jacquet Metals. Donc ça, c'est une boîte que on connaît bien sur la chaîne. Je la suis depuis presque un an, je pense maintenant. Distribution d'aciers spéciaux. Donc ma thèse d'investissement à l'époque, je vous renvoie vers la vidéo, mais des cotes sur stock et bas de cycle qui va s'améliorer avec un management qui est absolument excellent. Donc voilà, bas de cycle sur l'acier en Europe, ça ne sera pas éternel. Des cotes sur capitaux propres tangibles. Alors, il y a de moins en moins de décotes. Moi, je l'ai eu à, on peut pas dire de bêtises, je pense que je l'ai eu à 30 ou 40% de décote. Donc voilà, ça s'améliore depuis le début de l'année. Et je pense que la publication du second du second trimestre, du premier semestre sera plutôt pas mal. Donc ça s'améliore sur le front de l'acier. Jacquet Metals devrait en profiter. Moi, j'ai une cible à 26 €, une première cible à 26 €. On est actuellement au 22,30 €. Donc c'est encore un peu de marge de progression. En termes de flux, ça se paye 9 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, ce qui est pas value en termes de type de flux, mais c'est pas très cher. Il n'y a pas de bénéfice, donc ils ont frôlé la perte, mais ils ont tout fait pour bien pas publier de perte. Et 10,5 en price to free cash flow, ça reste pas trop cher. Donc toujours 10% de décote sur actifs tangibles. Voyons la prochaine publication, je pense que ça va s'améliorer. Vous avez vraiment un capital investi qui est faible parce qu'ils ont frôlé la perte. Donc en fait, si on calcule par rapport au free cash flow, la rentabilité est quand même pas mal. Donc optiquement, la dette nette sur EBITDA semble élevée, mais c'est parce que l'EBITDA est actuellement un peu faible à cause du cycle. Mais en réalité, dès qu'on va publier une augmentation des résultats, tout de suite, le multiple de levier va baisser. Donc, pas de souci là-dessus. 1% de rendement du dividende, c'est histoire de dire qu'il verse un dividende, mais c'est pas du tout l'intérêt de ce dossier. Moi, sur Jacquet Metals, je reste optimiste. Je vous l'ai dit, 26 € de target price. Je pense qu'on ira sans trop de problèmes là-dessus. Donc, si vous n'avez pas creusé le dossier, ça peut être intéressant pour vous de le creuser plus en détail. Alors ensuite, on est sur EuroAPI, ancienne filiale de Sanofi. Ils font des principes actifs pour les médicaments. Donc c'est plutôt de la niche. C'est une entreprise qui a quand même beaucoup souffert sur la dernière année. La dernière fois que j'avais regardé, c'était une net, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire que en fait, leurs actifs liquides dépassent la capitalisation boursière. Donc vous avez une très bonne marge de sécurité sur ce dossier. Je pense que c'est un dossier qui est pour l'instant pas très très bien géré. Donc ça va s'améliorer potentiellement, mais pour l'instant, ils sont en difficulté. On est à 365 millions d'euros millions de dollars de market cap, donc c'est une small cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais le titre de flux, là, 6,3 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA est bas, donc 10 fois les free cash flow. On a publié une perte comptable, mais les free cash flow sont là. Donc si c'est que ponctuel, il n'y a pas de raison de s'inquiéter sur ce dossier. On a dit 60% des codes sont actifs tangibles. Donc il faudrait regarder de quoi sont constitués les actifs tangibles. Pour EuroAPI, c'est surtout du stock. Des matières premières et du stock. Donc est-ce que ça vaut vraiment ce qu'ils mettent dans le bilan? Ça, il faut l'évaluer, il faut réfléchir, il faut creuser le dossier, quoi. Pas de dette à signaler, donc ça, c'est bien, pour un dossier comme ça, un peu en difficulté. Pas du tout de dette. Ça va leur permettre de rebondir. Pas de dividende de verser, c'est sage. On n'a pas besoin de verser de dividende quand on est en difficulté. Pour moi, EuroAPI, ça sera l'histoire d'une recovery. Il y a une bonne chance que ça s'améliore et que, en tout cas, ça peut pas aller plus bas, quoi. C'est ça l'objet. Ce que je veux dire, c'est que le pire qui peut arriver, c'est qu'on stagne sur cette boîte. Et au mieux, donc c'est complètement asymétrique. C'est-à-dire qu'au mieux, en fait, ça va se redresser et puis ça va repartir tranquillement. Et c'est sur ces débuts de redressement que, en fait, on fait plus de performance parce que le multiple peut très facilement doubler. On peut très facilement aller à 20% de décote sur actifs tangibles au lieu de 60%. Et ça vous fait tout de suite un doublement. Donc ça peut être intéressant à regarder. Excel Industries. On est sur un spécialiste des machines pour l'arrosage des plantations, donc tout ce qui est agriculture. 344 millions de dollars de market cap. On est sur 7,2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc c'est quand même un bon fonds de croissance. Je pense qu'ils font des acquisitions. Si vous regardez la dette, elle est élevée la dette. Il faut regarder s'il y a de l'IFRS 16 là-dedans. Est-ce qu'on compte les obligations locatives ou pas? Pour moi, c'est pas vraiment de la dette, c'est plutôt un coût opérationnel. Donc il faut retraiter ce truc-là. Si on est vraiment à 4 fois les bids en dette nette, c'est peut-être un peu risqué quand même. En termes de multiple de flux, 7 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas cher. 6 en price free cash flow, c'est pas très cher. J'ai plutôt une boîte, à mon avis, qui dégage du free cash flow, qui fait plutôt la croissance externe plus que la croissance organique. Donc ça serait corroboré par le fait qu'on a quand même beaucoup de dettes. Donc ils ont dû faire une acquisition et par le fait que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc potentiellement une activité plutôt mature en organique et plutôt la croissance externe.
Donc ça se paye pas cher, ça paye avec 10 de décote sur actifs tangibles en plus. Donc de quoi ils sont constitués? À mon avis, plutôt de tout ce qui est stock, hein, donc l'inventaire et ce qui est leurs produits finis. Donc il faut regarder. 6 rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel, hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas si mal non plus. On est à 2,7 de rendement du dividende qui est bien assuré par un payout ratio à 28 et free cash flow 2 fois plus élevé que les bénéfices nets. Donc pas de souci là-dessus. Et c'est l'industrie, ça se creuse aussi. Ça, à mon avis, ça m'a l'air tout à fait intéressant à regarder. Ensuite, on est sur Société fermière du casino municipal de Cannes. Donc ça, c'est le casino de Cannes qui est coté en bourse. Bon, ça a plutôt de l'immobilier en réalité, plutôt une activité régulée en plus. Je me méfie, je me méfie. 277 millions de dollars de market cap, pas de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc elle s'est cotée depuis que récemment, hein, je pense, cette entreprise. On est à 5 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. Moins de 10 en PE et 10 en price to cash flow. Bon, ça reste pas très cher. Vous avez 20% de décote sur actifs tangibles. Il faut, bon, on peut se deviner de quoi sont faits les actifs tangibles, hein. Ici, ça va être l'immobilier qui est détenu par la société, je pense. Donc, il faut regarder. Souvent, au bilan, l'immobilier est à la valeur historique ou est réévalué, mais il n'est pas à la valeur de marché. Donc il y a peut-être une décote supplémentaire par rapport à ce qui est indiqué ici. Donc il faut aller regarder. 7,5 en rendement des capitaux investis, c'est tout à fait convenable. Pas de dividende de versé. Bon, voilà. Là, plutôt particulier, hein, plutôt activité régulée, plutôt immobilier. Donc il faut s'y connaître, à mon avis, un peu plus. Aquel. Là, on est sur un équipementier auto, 254 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est très compliqué. Donc l'automobile, c'est compliqué en général, les constructeurs auto sont en difficulté, et en plus, ils mettent la pression sur les équipementiers auto qui sont encore plus en difficulté. Mais à quoi surnage, hein, on se paye 1,2 fois la valeur entreprise sur EBITDA, c'est vraiment pas cher. 10 en PE, 5 en price free cash flow. Ça, c'est vraiment pas cher, hein. 60 de décote sur actifs tangibles. Et quand j'avais regardé, j'ai fait un focus sur la chaîne, hein, vous pouvez aller voir. Aquel, vous cherchez Aquel sur la barre de recherche. C'est du cash en fait. Il y a énormément de cash chez Aquel. Donc il va y avoir un dividende spécial. Ou des rachats d'actions. Ou les deux. Mais du coup, ils ne vont pas garder du cash comme ça inutilement. Ils n'ont pas besoin de ce cash-là puisqu'on n'a pas de croissance. Donc on ne va pas réinvestir pour rien. En revanche, est-ce qu'ils vont pas apparemment faire des acquisitions? Je pense pas. Donc plutôt du cash à rendre aux actionnaires, hein, sans problème. Donc là, vous avez une énorme couverture grâce à ce cash-là. Un petit dividende, 3,6%. Peut-être un peu de dilution, il faut regarder. Bon, le payout ratio est pas très élevé, donc en fait bien à 15% par rapport au free cash flow. Donc soutenable, très soutenable Aquel. Donc ça se regarde. Moi, je suis plutôt à l'écart des équipementiers auto, hein, ils sont trop en difficulté. Sauf que là, vous avez une telle marge de sécurité et en plus, ce sont des actifs vraiment tangibles, hein. C'est du cash, quoi. Donc on peut vous le rendre sans problème, c'est liquide et les multiples de flux sont très très bas. Donc Aquel, je pense que ça se regarde quand même, hein. Ensuite, on est sur Gévelo. Alors eux, ils font des ponts pour les pétroliers. Donc c'est un marché de niche. C'est cette boîte-là, Gévelo, c'est le dossier deep value typique, emblématique, hein. Depuis 15 ans, c'est un dossier deep value. Vous regardez sur les deux basses, ils en parlent des Gévelo. L'ami Loïc Abadi, il en parlait aussi dans son portefeuille. Il doit en avoir dans son portefeuille, hein. Lui, il est aussi très value. Très value. Donc, bon, voilà, Gévelo, une histoire deep value qui a du mal quand même à trouver les catalyseurs, hein. Maintenant, on peut faire une bonne performance quand même sur ce dossier. 563 millions de dollars de market cap, micro cap, 6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc ça, je pense que ça inclut la croissance un peu, la volatilité pétrolière des dernières années, ce qui est bien, hein, ils en profitent. 5% de valeur entreprise sur EBITDA, pas très cher en termes de flux. Free cash flow négatif, donc là, ils ont une dépense en capital élevée. Est-ce que c'est récurrent? Est-ce que c'est ponctuel? Ça, il faut aller vérifier. Il n'y a pas de bénéfice, hein, quasiment 48 en PE. Donc là, ils ont dû passer de l'exceptionnel pour que les bénéfices soient aussi bas. C'est rien d'inquiétant à mon avis, hein, surtout qu'on a un EBITDA qui est quand même assez significatif. Donc après, c'est dans les lignes plus bas du compte de résultat et du tableau de trésorerie qu'il y a un problème. Si ce sont des problèmes ponctuels, c'est pas très grave. 30% de décote sur actifs tangibles. Alors eux, c'est surtout le stock et les usines, hein, leurs actifs tangibles, donc ça a quand même une vraie valeur. Vraiment, les capitaux investis est plutôt médiocre, hein, et on l'a vu, en fait, là, vous avez un EBITDA qui est assez conséquent, et derrière, le NOPAT, hein, Net Operating Profit After Tax, lui, il est très bas. Donc, c'est entre l'EBITDA et les lignes en dessous qu'il y a un problème. C'est pas inquiétant outre mesure. Cash net sur le dossier, donc ça c'est bien, hein. Et en fait, il ne peut pas faire faillite de toute façon. Est-ce qu'ils rendent ce cash aux actionnaires? C'est ça le problème. J'ai l'impression qu'ils ne rendent jamais le cash aux actionnaires. Ils font un petit dividende, hein, 2,7%, mais rien d'exceptionnel. Peut-être un peu de rachat d'actions. Pas sûr qu'elle soit annulée, hein, vu le niveau des rachats d'actions. Le dividende a été versé à crédit. Bon, après, ils ont de la trésor nette, ils ont de la trésor pour payer le dividende sans problème. Mais bon, voilà.
Donc ça, c'est typique, hein, c'est une boîte qui vivote, mais là-dessus, vous prenez 0 risque, hein. Il y a une énorme décote sur actifs tangibles, une décote sur flux, un petit dividende. En même temps, voilà, le coût que vous avez là-dessus, c'est un coût d'opportunité. C'est-à-dire que c'est une position qui peut rester, ad vitam, sans bouger. Puis un jour, il passe quelque chose, changement dans la gouvernance, et puis, là, vous faites, x2, x3. Mais, on ne sait jamais quand ça peut se produire. Ensuite, on est sur CBO Territorial. Donc celle-là, je l'avais un portefeuille fut un temps. C'est une boîte qui est spécialisée plutôt, foncière, promotion immobilière alors, dans les îles, je sais plus lesquelles, ouais, à La Réunion, de mémoire, hein. 151 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annuel sur 5 ans. Je suis pas sûr que ça veut dire grand-chose, hein. Il faudrait regarder comment est constituée d'où vient cette décroissance. En termes de flux, c'est pas si donné, sauf en price to free cash flow. Et vous avez 40% de décote sur actifs tangibles. De quoi se constituent ces actifs tangibles? Eh ben, c'est l'immobilier que détient l'entreprise, les terrains, les droits de propriété également qu'elle détient. Donc, énorme marge de sécurité là-dessus. 4,7% de rendement des capitaux investis, c'est pas terrible. Il faudrait, à mon avis, il vaut mieux regarder le rendement des fonds propres, hein, sur cette boîte. Vous avez beaucoup de dettes, mais c'est normal, c'est une foncière. Donc, c'est un mix foncière, promotion. Les foncières sont très endettées, mais elles peuvent s'endetter, à pas trop cher puisqu'elles ont du collatéral à mettre en garantie. Donc, ce niveau est, à mon avis, soutenable pour, CBO. Ils avaient un dividende qui est tout à fait intéressant à 6,6%. Ça, c'est pas mal. Et, peut-être un peu de dilution, il faut les regarder. Voilà, à 5,9% de rendement de l'actionnaire, donc, peut-être un peu de dilution, c'est pas sûr, hein, il faut regarder. Un payout ratio qui est en réalité, à 30% puisque les free cash flows sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc CBO, là, je pense que c'est pas vraiment un dossier deep value. Enfin, si, ça va être un dossier deep value. Vous avez une bonne décote sur actifs tangibles et en plus, vous avez un gros dividende. Donc, il y a de quoi patienter sur ce dossier. Donc ça peut typiquement être quelque chose que vous mettez en fond de portefeuille, vous l'oubliez, vous touchez votre dividende tranquille. Après le dividende, vous faites ce que vous voulez. Et puis un jour, il va se passer quelque chose et finalement, on va aller rejoindre la valeur des actifs tangibles. Mais quand est-ce que ça se produira? On ne sait jamais. Ensuite, Vranken Pommery, on est sur du champagne. Secteur en très grande difficulté. D'ailleurs, Pernod Ricard cherche à vendre Mumm, sa marque de champagne. Il y a plein d'acteurs des spiritueux qui sont en difficulté. Rémy Cointreau en difficulté. La branche spiritueux de LVMH est en difficulté. TFF Group est en difficulté. Enfin bref, c'est compliqué sur ce secteur, hein. 130 millions de dollars de market cap en condition de microcap. 2% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans. Et encore, ça, c'est de la croissance plutôt 2022-2023. Depuis, ça s'est fortement tassé. En termes de flux, ça se paye très cher parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de flux, malheureusement, hein. Et par contre, vous avez 60% de décote sur actifs tangibles. Alors, de quoi sont constitués ces actifs tangibles? Ça va être, à mon avis, tout ce qui est flux, tout ce qui est liquide en vieillissement. Ça va être les stocks aussi. Enfin, du coup, c'est la même chose, mais aussi les stocks de matières premières. Donc, voilà, ça a une vraie valeur. Est-ce que ça a la valeur qui est inscrite au bilan? Je ne suis pas sûr. 3% de rendement des capitaux investis, c'est pas exceptionnel, hein, c'est complètement, voilà, difficulté du secteur. Beaucoup de dettes, mais ça, à mon avis, il y a de l'IFRS 16, hein, il y a des obligations locatives parce qu'on ne peut pas être à ce niveau-là, je pense pas. 6,4% de rendement du dividende qui n'est pas soutenable, free cash flow négatif. Bon, compliqué ce dossier, à mon avis, trop de risques sur celui-là. Alors, le top 3, on va dire. Regardons si on peut faire un top 3 dans cette liste. Et moi, j'aime bien, donc, bon, je suis biaisé évidemment, mais j'aime bien Jackie Metals, mais parce que le management est excellent. Ça joue, évidemment. J'aime bien Aquel, même si je suis à l'écart des équipementiers auto, parce qu'il y a énormément de cash au bilan et c'est très décoté. J'aime bien aussi EuroAPI, ça sera l'histoire d'une recovery. Il faut bien retraiter la valeur des actifs tangibles. Il faut peut-être appliquer une marge de sécurité sur les actifs tangibles, hein, parce que des stocks, des produits finis ou des matières premières d'input, c'est ce que ça vaut, ce qui est inscrit au bilan, je ne suis pas sûr. Donc ça vous donne un bon petit top 3. Allez creuser de votre côté si vous êtes intéressé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.